En 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans et pour la première fois de notre histoire, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Le défi démographique est clair et c'est maintenant que nous devons nous y préparer collectivement. Ce sont les premiers mots prononcés par Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et de la Famille et des Familles. C'était vendredi à la presse pour le lancement de la stratégie Bien vieillir, alors que l'examen d'une proposition de loi sur le grand âge a repris hier matin à l'Assemblée nationale avec l'adoption de nouveaux articles sur l'aide à domicile, et ce, malgré les vives critiques des oppositions et jusque dans le camp présidentiel contre un manque d'ambition face au défi du vieillissement. Alors voilà la question que nous allons nous poser donc ensemble cet après-midi. Est-il encore possible tout simplement de bien vieillir en France ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser à nos 4 invités dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, je le rappelle. Bienvenue mes invités, je commence par vous Jacques Boulot. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous recevoir. Merci. En tant que directeur des établissements de l'Ordre de Malte France que vous êtes depuis 20 ans. Bravo, j'ai envie de vous dire bravo. Vous tenez le cap. C'est 20 ans à l'Ordre de Malte, mais pas 20 ans de direction. 20 ans à l'Ordre de Malte. À l'Ordre de Malte. Précisons-le. Tout à fait. Donc vous avez vu les paysages évoluer, pas forcément dans le bon sens. Pour commencer, prenons la température. Si, malgré tout, dans le bon sens, il y a quand même beaucoup d'engagements pris. On y reviendra sur cette stratégie Bien vieillir, peut-être, mais beaucoup d'engagements pris et beaucoup de réalisations quand même. Après, on est dans un choc démographique. Ouais. Qui impose des réponses, voilà. Et des réponses à un moment donné. Après la réflexion, il faut bosser à l'action. Nous sommes également en compagnie de Jean-Baptiste Serrault. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors, vous êtes président de Colombe Âge, une start-up qui propose aux seniors d'accueillir des jeunes pour créer une colocation intergénérationnelle. Alors, je vous disais avant de rentrer dans ce studio à quel point j'aurais rêvé de faire ça quand j'étais plus jeune. Parfois, on est seul, on était à l'époque... maintenant, les colloques se font de façon plus spontanée, étant donné les prix qui sont très élevés, notamment dans les grandes villes de France. Il n'y a pas qu'à Paris maintenant. Mais c'est vrai que la colocation intergénérationnelle commence à se multiplier un peu. Alors, je ne suis pas là en train de promouvoir toutes les associations ou les startups qui œuvrent en ce sens. Mais vous êtes là pour parler de la vôtre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même... c'est assez révolutionnaire et c'est quand même une expérience extrêmement riche, on l'imagine, hein, pour tous les jeunes qui vivent cette expérience. Oui, je pense qu'il y a des vertus insoupçonnées qu'on n'imagine pas forcément quand on rentre en cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on est aussi attiré par l'aspect loyer, etc. Mais en fait, on peut vivre des expériences absolument incroyables qu'on n'avait pas forcément imaginées. Et je pense que c'est la richesse de la cohabitation intergénérationnelle, c'est que c'est une vraie surprise, en fait. Nous sommes également en compagnie de Paul Schneider. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Colombe Âge et vous êtes en ce moment chez l'habitant, vous-même, chez l'habitante, chez une habitante. Tout à fait, c'est une dame que je salue puisqu'elle nous écoute en ce moment même, qui a 90 ans. On peut dire son prénom ? Elle s'appelle Fernande. Bonjour Fernande. Voilà. Et effectivement, parmi l'équipe de fondateurs de Colombe Âge Cohabitation, je suis celui qui est encore en cohabitation intergénérationnelle, donc chez l'habitant. Et je dois dire que c'est une expérience dont je ne me lasse pas et qui nous permet aussi à Colombe Âge d'avoir toujours un pied dans l'élément vivant de la cohabitation intergénérationnelle. Ouais, et nous sommes en ligne enfin avec Gaëlle de Kegel qui est avec nous. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors, j'espère que vous n'avez pas de casque, hein, sinon on va vous joindre à nouveau parce que je sens un petit tampon entre vous et moi, mais j'espère que non. Petite fille que vous êtes... Non. Pourtant non, vous êtes bonne élève, merci Gaëlle. Non, alors c'est mes oreilles qui sont peut-être encore un peu bouchées en ce début d'émission. Alors, vous êtes la petite fille justement d'une dame qui a fait appel à Colombe Âge, c'est ça ? Exactement, oui. Ma grand-mère, dont je suis quand même le curateur. Hein. J'ai eu un rôle assez actif dans cette recherche, qui a 103 ans en janvier prochain, donc 102 aujourd'hui. Bravo. Qui est chez elle depuis toujours et pour laquelle on a eu envie d'avoir recours à Colombe Âge et à cette cohabitation un peu particulière. Ouais, alors Jacques Boulot, justement, première question évidemment qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'on en rêve tous quand on pense au vieillissement, quand on pense à nos vieux jours. On espère, on rêve tous
de rester chez nous, d'être entouré. Alors, quand on a de la famille, de notre famille, de nos petits-enfants, de nos amis, et pas du tout de finir dans un EHPAD. Je suis désolée, mais c'est ça qu'on a en tête, soyons cash en ce début d'émission, n'est-ce pas? Mais c'est pas toujours possible, évidemment. Voilà, mais ça nous fait quand même rêver. Tout à fait. Enfin, on est bien conscient que, en tant que gestionnaire d'établissement accueillant des personnes âgées, dépendantes, en perte d'autonomie, que toutes ces personnes-là n'ont pas forcément à un moment donné choisi de venir à l'EHPAD. C'est-à-dire que, in fine, elles vont faire ce choix, mais au départ, comme tout le monde, comme tout un chacun, comme toutes les personnes qui avancent en âge, ces personnes ont envie de rester à domicile, comme vous le disiez, en bonne santé, avec toute l'affection dont ils ont besoin à domicile, avec tous les soutiens nécessaires. Bon, le problème, c'est que l'avancée en âge, la perte d'autonomie, peut amener des personnes à avoir besoin d'un soutien beaucoup plus important dans un espace collectif, parce que l'EHPAD est aussi un espace collectif, même s'il y a des espaces privés. Mais donc c'est un changement aussi. On passe quelquefois d'un appartement, d'une maison à une collectivité. Donc ce sont des règles aussi qui sont à appréhender, mais c'est quelquefois nécessaire. Et notre travail, notre mission à l'Ordre de Malte, c'est aussi faire en sorte que cette transition, ce changement soit le meilleur possible, de manière à ce que la personne trouve aussi son compte au sein de la maison. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il n'y a pas ailleurs à l'Ordre de Malte ? Ce qu'il y a de plus, c'est un accompagnement, je dirais, complet, global. On est bien sûr dans le prendre soin de la personne, on apporte tous les soins nécessaires, les soins primaires, mais on va au-delà, c'est-à-dire c'est aussi tout le soutien, le soin de l'esprit, si on peut dire, à la fois bien sûr des soutiens psychologiques nécessaires pour certaines personnes, mais aussi apporter du sens et puis un accompagnement spirituel aussi pour les personnes qui le souhaitent. Notre volonté, c'est aussi être dans une ambition d'excellence, c'est-à-dire permettre à tous les professionnels, les bénévoles qui interviennent dans nos maisons, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes auprès de ces personnes. On est dans la bienveillance des personnes que nous accompagnons. Le bien vieillir à la bienveillance. Tout à fait, ça va bien ensemble. Vous y croyez à ce projet de l'eau ? Est-ce que c'est que du saupoudrage, comme on le dit souvent, pour tout ce qui sort à peu près, soit de l'Assemblée nationale, soit de la tête de nos gouvernants ? Qu'est-ce que vous avez un avis les uns les autres sur cette nouvelle stratégie, puisqu'on parle de stratégie du bien vieillir ? Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui, en tout cas pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle ou d'autres dispositifs. Je pense qu'il y a quand même eu des évolutions positives. Il n'y en a pas toujours, il faut quand même le dire. En 2018, il y a eu la loi Elan qui a favorisé par exemple la cohabitation intergénérationnelle, rendu le cadre plus simple. Donc il y a quand même des choses à faire malgré tout. J'espère que ça débouchera sur certaines choses. Moi, je pense par exemple, c'est un problème qu'on voit chez nos seniors à l'inclusion numérique. Le fait d'être coupé de ses proches pour les seniors qui ont envie de rester à domicile, c'est un vrai problème qu'on constate. Donc il y a quand même des choses à faire. Après, voilà, on verra ce que ça donne concrètement parce que voilà, on peut pour l'instant. Il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment les questions de maltraitance dues au c'est comme chez les petits, la petite enfance, pardonnez-moi de faire un comparatif, mais il y a des comparaisons à faire, puisque le personnel est souvent mal perçu, est souvent se réduit d'année en année. Jacques, pour le coup, ça vous savez de quoi je parle, j'imagine. Oui, alors, cette histoire de manque de personnel, c'est quand même un vrai problème. Alors c'est un problème qui en France, pas forcément à l'Ordre de Malte, qui est lié surtout je dirais à la crise Covid. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais il y a eu une accélération. Un dégoût pour ce métier ? Je pense, oui. Globalement, le personnel soignant, que ce soit en établissement hospitalier ou en structure médico-sociale que nous gérons, on a rencontré ce phénomène et nous ne sommes pas les seuls. Donc il y a une désaffection, effectivement, du métier. Il y a aussi un manque d'attractivité du métier du soin. C'est lié aux questions d'organisation, c'est lié aussi à la question des rémunérations. C'est un sujet qui revient régulièrement. On peut le dire, je crois. Voilà, donc aujourd'hui, à l'Ordre de Malte, on arrive malgré tout à avoir les personnels dont nous avons besoin, avec bien sûr des métiers un peu en tension, comme les métiers d'infirmiers, d'aides-soignants.
Mais nous arrivons quand même à compléter nos professionnels et assurer une prise en charge complète de nos résidents. Ouais. Voilà. Ouais. Après, la question de la maltraitance, elle est multiforme, si vous voulez. En l'occurrence, ce qu'évoque Aurore Berger dans son Ça arrive très projet, vite dans le c'est texte. effectivement, c'est surtout la difficulté qu'ont connue les proches aidants qui ne pouvaient pas, à un moment donné, pouvoir, pendant la période Covid, visiter leurs proches. Et donc, c'est lié à ce fameux droit de visite que souhaite aussi Aurore Berger inscrire dans la loi, mais qui n'est pas en soi voilà, une difficulté pour les structures médico-sociales. Rappelons quand même que nos établissements ne sont pas non plus des prisons. Donc voilà, c'est important de dire que le droit de visite, oui, mais en réalité, il existe. Alors qu'effectivement, ces lieux sont bien souvent malheureusement perçus par les résidents comme des sortes de prisons. 92% des Français souhaitent vieillir chez eux, peut-être parce qu'ils entendent tellement parler justement, notamment de ces questions de maltraitance, d'emprisonnement, d'enfermement, et encore plus depuis le Covid, vous avez raison de le préciser, Jacques, on a une espèce de fantasmagorie qui se crée depuis le Covid et qui est terrifiante, de plus en plus terrifiante avec les chiffres. Et c'est sûr que là, l'intergénérationnel fait rêver tout à coup. Oui, Ça, c'est évident. tout à fait, d'autant plus que je pense que c'est important quand même de préciser qu'en France, jusqu'en 2021, on notait qu'il y avait à peu près 530 000 seniors, donc personnes de 60 ans et plus, Ouais. qui étaient atteints de solitude, voire de mort sociale. Waouh. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un redoublement de la part des gouvernants et des personnes en charge de l'autorité politique, parce qu'il y a une problématique qui se pose pour l'ensemble de la société. Et c'est vrai que cette question de la mort sociale, en fait, elle touche tout un tas d'éléments de l'aspect sanitaire des individus. Et c'est pour ça que, à travers Colombage Cohabitation, on a aussi trouvé un moyen de pouvoir répondre à des attentes multiples, notamment chez les seniors, qui est une problématique majeure pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'observe, hein, la question, par exemple, du Covid, elle a été majeure pour beaucoup de seniors qui se sont retrouvés complètement isolés pendant des années. Ouais. C'est quelque chose comme 1, 2, 3 ans où ils étaient seuls, complètement laissés pour beaucoup d'entre eux, ceux qui n'avaient pas de famille. Et de fait, voilà, il y avait la question de pouvoir apporter une solution, notamment avec des jeunes, qui peuvent apporter une présence bienveillante chez eux, qui peuvent être aussi un moyen d'interagir, puisque finalement, la question médicale qui se pose, hein, j'avais en tête notamment une médecin gériatre à l'hôpital, le centre hospitalier Marchand à Toulouse, qui me disait encore hier que voilà, il y a une notion qui est importante à prendre en considération, c'est que l'isolement social, c'est un signe de fragilité, et c'est la fragilité qui est aujourd'hui visée dans ces initiatives politiques Ouais. vis-à-vis des seniors. 500, non mais ce chiffre est étourdissant en fait, 532 000 personnes, hein, je vois ce chiffre précis figurer dans cette stratégie du bien vieillir présentée par la ministre. 532 000 personnes de plus de 60 ans ne voient jamais ni leurs amis ni leur famille. Voilà, je vous laisse avec ce chiffre. Gaëlle de Kegel, c'est quand même édifiant, non, ce chiffre? Ah oui, c'est assez angoissant pour Oui, les on peut le dire. générations à venir et pour celles qui sont là Ce sera peut-être nous, quoi, hein, seules c'est ce qu'on se dit. Hein. et isolées. Alors, c'est pas du tout le cas de ma grand-mère qui est tout à fait atypique finalement, puisqu'elle vit chez elle, elle a 102 ans, elle n'a plus d'amis, elle les a tous enterrés, mais elle est très entourée. Et on a pourtant eu recours à ces cohabitations intergénérationnelles pour qu'elles soient encore plus sociabilisées, encore plus entourées et encore plus stimulées aussi, puisque c'est un des apports qu'on constate par cette cohabitation avec quelqu'un qui a donc 80 ans de moins qu'elle. C'est quand même fabuleux. Justement, on demanderait justement à notre ami Paul de nous raconter un peu ce qui se vit depuis. Ça fait combien de temps que vous êtes habitant chez une personne âgée Alors, ça fait 3 mois que tout je nouveau, suis. En alors. fait, disons que moi, j'ai expérimenté ça par le passé quand j'étais encore en études supérieures. Mais ça, c'est quand j'étais à Lille, parce que j'étais en études à Lille. Et en revenant sur Paris, je suis revenu en cohabitation intergénérationnelle chez une senior. Et ça fait 3 mois que je suis en cohabitation à Paris, mais j'ai déjà expérimenté ça. Jean-Baptiste aussi, par le passé, a j'imagine, en fait, expérimenté. c'est amusant. Parce que, Jean-Baptiste? oui, on a été.
Donc moi, j'ai d'abord eu une cohabitation à Neuilly quand je suis arrivé en prépa. Et après, j'ai revécu une cohabitation intergénérationnelle avec Paul chez un couple. Donc on était 2 jeunes chez un couple. Et effectivement, on a vécu plein de moments Assez fort, oui. assez C'est forts. Donc, vrai? eux n'étaient Tout pas à fait. isolés du fait d'être ensemble, mais quand même un petit peu plus coupés de l'extérieur. Ouais. Et effectivement, ça a été assez fort. On a fait plein de choses ensemble, on a pu faire des jeux de société, etc. Et c'est à ce moment-là Est-ce que qu'on vous s'est vous dit... marrez un peu? Oui, alors, on Ah s'est oui. beaucoup Oh rigolé. là là. Oui. En fait, moi, je pense qu'il y a une petite barrière au début Ouais. qu'il faut briser. Une fois que cette barrière est brisée, on accède à un nombre de choses assez incroyables. Et, Ils vous racontent leur passé, ils nous ils vous racontent leur racontent leurs passé et même souvenirs. ils nous demandent de raconter. Moi, ça m'est arrivé de boire des coups avec eux. Enfin, il y a des choses qui se passent qui sont absolument fantastiques. On a même eu une fois, on nous a demandé d'inviter nos amis pour faire entre guillemets une petite Une soirée fête. avec eux. Donc, il y a plein de moments que eux veulent revivre et qui peuvent revivre avec nous. Et nous, on vit des choses qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Donc, Ouais. c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Eh bien, la joie, oui, de bien vieillir, l'allegro de Pietro Locatelli, tout de suite. Concerti Grossi, opus 1, ce concerto 9 à quattro en ré majeur que nous écoutons. Nous nous retrouvons juste après, tout de suite. Est-il encore possible de bien vieillir en France? La question s'est également posée du côté de l'Assemblée nationale et au gouvernement, où il a été présenté cette stratégie du bien vieillir. Alors évidemment, Jacques Boulot, Gaël de Kegel, Jean-Baptiste Serrault, Paul Schneider, nous sommes tous ensemble ici en partenariat avec l'Ordre de Malte pour évoquer ce qu'il y a de bien, les progrès éventuellement, ou pas éventuellement, mais urgemment à mettre en place pour répondre à cette solitude, à cette question de l'isolement qui semble quand même proéminente. Jacques Boulot, c'est the question, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Comment répondre à cette solitude, à cet isolement? Parce que la solitude n'est pas l'isolement. L'isolement est dramatique et tue l'homme, tue la femme, tue l'être humain, quoi. Tout à fait, parce que l'isolement, il est effectivement aussi bien en ville qu'à la campagne, en milieu rural. C'est-à-dire, c'est la difficulté d'abord d'être en relation avec d'autres, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir accéder à des commerces de proximité, c'est de pouvoir sortir, avoir la mobilité suffisante. Donc c'est aussi l'enjeu sans doute de ce texte, c'est de pouvoir faire en sorte que les communes aussi adaptent leurs équipements de manière à pouvoir permettre à des personnes âgées, isolées, de faire les quelques pas pour être au plus près d'un commerce ou d'une vie sociale, participer à des activités associatives. Bon, et ça, c'est effectivement, voire être bénévole. C'est effectivement important pour des personnes. Et donc ça, c'est pas toujours le cas, que ce soit en milieu rural ou même en ville, où il n'y a pas toujours les équipements nécessaires. Alors justement, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'on a des chiffres sur un distinguo à faire entre ce qui se passe dans le milieu rural et dans les villes? Est-ce que finalement, on ne garde pas plus nos anciens avec nous dans les familles, dans les campagnes, en ruralité? Je ne sais pas vous répondre précisément. Je n'ai pas forcément d'éléments précis sur ce sujet, mais on voit bien aujourd'hui les jeunes aussi quittent les campagnes. Enfin, voilà, donc pour des raisons professionnelles, voilà. Voilà. Donc c'est pas pour rien non plus qu'il y a pas mal de structures médico-sociales aussi qui se créent dans les communes en milieu rural, des maisons de retraite, des EHPAD, des habitats intermédiaires, puisque c'est aussi un grand sujet, la possibilité d'avoir d'autres formes d'habitat pour quitter le domicile, si on ne peut plus y rester, mais pour pouvoir vivre en sécurité avec d'autres personnes âgées, mais sans pas forcément rentrer en EHPAD. Voilà. Oui, ça c'est peut-être un bon compromis. Alors il y a la colocation intergénérationnelle et puis il y a aussi la colocation on avait déjà consacré une émission l'an dernier à ce sujet précisément et c'est vrai que les personnes qui étaient avec nous nous disaient que les personnes âgées étaient emballées à l'idée de pouvoir faire certaines choses ensemble. Elles avaient aussi un petit peu leur vie. Alors c'est vrai qu'il faut avoir quand même un minimum de santé physique, voilà, il faut être un peu autonome quand même, mais c'est un bon entre-deux en tout cas. Sachant que du côté de chez vous, dans cette colloque intergénérationnelle, donc rappelez, ça s'appelle Colombage pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées. C'est pas gratuit. Comment ça se passe au niveau de l'inscription quand on a des personnes qui nous écoutent? Alors, une structure comme la vôtre. Nous, on a choisi un modèle complètement gratuit pour les seniors, dans le sens où c'est eux qui accueillent les jeunes. Et nous, notre modèle économique, il est de
prélever un abonnement en fait aux jeunes. Et cet abonnement, il est inversement proportionnel au loyer qu'il paye aux seniors. Je m'explique. Ça veut dire qu'un jeune qui paye un loyer très modéré aux seniors va nous payer un abonnement un peu plus élevé. Et un jeune qui paye un loyer très élevé, il va quasiment rien nous payer. Le but, c'est un principe de solidarité en fait, qu'on a mis en place pour équilibrer un petit peu et aussi aider les étudiants. Nous, on sort un peu des études, on était encore étudiants l'année dernière. Et notre objectif, c'est aussi d'aider tout le monde. Soit raisonnable pour tout le monde, quoi. Voilà, soit raisonnable pour tout le monde. Même si globalement, les loyers sont très attractifs. On est 40-50% en dessous du marché à Paris et dans toutes les autres villes françaises. Ouais. L'idée, c'est que ça nous permette aussi, avec cet abonnement, naturellement, d'assurer tout ce qui va être frais d'assurance habitation, etc. Puisque Colombage Cohabitation, nous, ce qu'on a voulu faire avec Colombage Cohabitation, c'est vraiment quelque chose de très encadré, quelque chose qui apporte un cadre rassurant pour les seniors, les familles des seniors, et aussi pour les jeunes, de sorte que ce soit du clé en main. En fait, un senior nous appelle, il a besoin de ça, tout simplement il veut des renseignements sur la cohabitation intergénérationnelle parce que ça peut l'intéresser. Et nous, on apporte quelque chose de clé en main pour le senior. Et c'est vrai qu'on a pu mettre des cohabitations en place très très rapidement, ce qui a permis de rassurer aussi un certain nombre de familles assez rapidement. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, parce qu'en fait, on est parfois contacté aussi un peu dans l'urgence. Une personne de 79 ans qui, par exemple, pour qui tout allait bien, un jour elle fait une chute et en fait la famille se rend compte qu'elle va plus pouvoir être seule la nuit. À ce moment-là, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir. Il y a partir en établissement, ce que souvent le senior en majorité refuse. Bah, évidemment. Voilà. Il y a payer un intermédiaire qui vienne la nuit, mais c'est très coûteux. Et après, ces personnes qui connaissent la cohabitation intergénérationnelle font parfois appel à nous. Et effectivement, là, c'est une autre logique. C'est-à-dire que le jeune, on n'a pas besoin de payer le jeune pour qu'il dorme. Hein. C'est son rôle. Donc en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on peut aussi être appelé, dans une certaine urgence. Et donc, comme le dit Paul, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin d'un cadre qui soit bien posé et qui puisse mettre en place rapidement une cohabitation. Et c'est pour ça qu'on a un vivier de jeunes très important, qu'à tout moment on peut mobiliser pour assurer une cohabitation. Alors justement, Jacques Boulot, pour revenir à nos moutons côté établissement, donc quand on n'a pas eu le choix, quand on sent qu'il n'y a que cette solution-là, puisque quand même la plupart du temps, nous ne sommes pas des enfants sadiques à 100% en France, et parfois on n'a pas le choix, on peut le dire. Qu'est-ce qui est améliorable sans coût supplémentaire? Est-ce qu'il y a des choses à faire dans tous les établissements que vous, par exemple, vous faites à l'Heure de Malte et qu'on pourrait généraliser au fond à la France? Est-ce que vous en parlez par exemple parfois au gouvernement? Est-ce qu'il y a des idées qui s'échangent autour de ce qui peut être fait pour améliorer justement la qualité de vie dans les EHPAD en France? Alors, oui, évidemment, nous sommes confrontés, comme d'autres structures médico-sociales, au meilleur accueil à réserver à nos aînés. Alors, je tiens à préciser quand même si effectivement beaucoup de personnes ne font pas le choix ou ne viennent pas de gaieté de cœur dans un EHPAD, il n'empêche que, encore une fois, il y a une belle qualité de prise en charge aussi qui existe dans les établissements de ce type-là. Qui soit à la fois dans l'accueil, bien entendu, de ces personnes, mais pas seulement, mais aussi dans la proposition qui est faite en termes d'activité sociale, socialisante. On ne les laisse pas comme un parking, quoi. Bien sûr que non, tout en laissant maintenant le lien aussi avec les proches. Et ça, c'est important. En tout cas, dans vos établissements. Oui, tout à fait. Dans l'Ordre de Malte, c'est ainsi. Nous sommes très attachés à la place des familles dans nos établissements. D'ailleurs, au passage, pendant la période Covid, même si la question du droit de visite était en question, nous avons toujours maintenu le lien avec ces familles et parfois autoriser bien sûr des visites lorsque les moments étaient importants pour la personne âgée. Bravo. Lorsqu'on sentait effectivement qu'il pouvait y avoir un déclin. Moi, je vous applaudis. Voilà, donc on a maintenu malgré tout toutes les précautions qui étaient nécessaires. Donc ce droit de visite, ce lien avec les familles est essentiel chez la personne âgée, qui l'attend d'ailleurs. Ce lien affectif était essentiel. Parfois, elle attend que ça même dans sa semaine. Bien sûr. Donc il y a aussi toute la qualité du soin qui est apportée aux familles. Et là-dessus, on essaie dans nos établissements, à l'Ordre de Malte, de pouvoir apporter le meilleur soin.
on est attentif à tout ce qui est aussi éviter l'atrogénie médicamenteuse, puisque c'est un souci aussi majeur dans les structures, c'est-à-dire le fait d'avoir des traitements importants, un nombre de traitements importants et qui peuvent être aussi, alors que c'est souvent le cas aussi à domicile, hein, faire attention à ce type de difficultés. Nous y sommes, nous, attentifs, et les médecins de nos établissements veillent à ce que les personnes puissent conserver toutes leurs capacités. Je peux poser une question un peu personnelle, cher Jacques. Comme je vous ai en face de moi, là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance, les auditeurs aussi, évidemment. Qu'est-ce que vous y trouvez, au fond, depuis 20 ans en quoi est-ce aussi s'il fallait partager, je ne sais pas, les 3 pépites que vous apporte cette responsabilité qu'est la vôtre, la tête de ces établissements de l'ordre de je ne vais pas reprendre le titre de votre émission, mais le sens est essentiel. C'est-à-dire que notre volonté, ma volonté, mon moteur, c'est le sens que j'y trouve dans apporter du bien-être aux autres. Ouais. À travers la gestion d'un établissement, à travers l'accompagnement des équipes, l'accueil que l'on peut faire, les sourires que l'on partage avec les personnes qui sont accueillies dans nos établissements. Ça commence par là, finalement. Bien sûr. C'est gratuit, un sourire, hein, on est Tout d'accord ? à fait, exactement. Il y a des endroits où on ne sourit pas, hein. Vous savez ça, hein ? Exactement. Ouais. Donc, je vous le dis comme ça au passage, mais... Voilà, l'idée, c'est d'avoir du bien-être dans nos maisons, de bienveillance, encore une fois, pour permettre à chacun d'y trouver sa place, même si c'est des moments quelquefois difficiles, effectivement. Ouais. Il faut donner une sorte d'espèce d'élan d'espérance, quoi. Et ça, c'est vrai que Lord Donald, c'est peut-être aussi la ligne éditoriale, finalement, un peu de cette fondation qui existe depuis des lustres, maintenant. Presque millénaire. Ah ben, vous voyez, je ne sais même pas dire, presque mais... millénaire, voilà. Elle a un peu évolué depuis des millénaires, mais quand même, tout à fait. on garde un peu toujours ce avec statut. la valeur, voilà. Les valeurs fondatrices sont toujours là, et toujours dans le domaine hospitalier. Oui. Et ça, c'est gratuit. C'est vrai que les valeurs, c'est une sorte de... Comment peut-on dire, d'éducation à être avec. On parle beaucoup aujourd'hui des soft skills, le savoir-être qui compte plus que tout maintenant dans les embauches, dans la relation que l'on peut avoir aux autres. Et j'ai l'impression que ce soit dans les crèches, moi qui est une fille de 2 ans, les auditeurs commencent à le savoir. Et effectivement, c'est pour ça que je disais qu'on peut faire beaucoup de comparaisons entre la petite enfance et justement la fin de la vie. Et pas forcément la fin de la vie, le début de la dernière partie de la vie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, voilà, c'est pour ça qu'on a cette espèce de vision du parking à petits et à parking à personnes âgées, c'est qu'au fond, le savoir-être s'étiole comme ça d'année en année. Aujourd'hui, si vous êtes plus performant, si vous êtes plus un pion acteur dans la mondialisation qui est la nôtre, vous ne servez plus à rien, vous êtes prié de dégager. Bah oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'humanité. En tout cas, le bonheur d'une humanité. Je suis très philosophe aujourd'hui. Bref, qu'en pensent nos amis qui sont tout jeunes, qui ont à peine 20 ans? Non, je plaisante, vous avez On a 20 24 ans. Voilà, 24 ans. Et je vais vous poser un peu la même question à l'envers, c'est-à-dire comment vous vous voyez, vous, plus tard? Dans 50 ans, 40 ans, 30 ans Il n'est pas exclu qu'on ait recours à la cohabitation intergénérationnelle. Hein, On sera des... Vous l'espérez en tout cas. Hein, on deviendra les Baptiste, clients c'est pas là. de Colombage. Les alumni des jeunes Tapis de rouge. Colombage. Mais oui, mais je pense que ce qui est Ces intéressant... chiffres en français surtout, on aura plutôt sorti en 2030 quand même. Oui, en fait, derrière toute notre discussion, il y a une réalité démographique aussi. Ouais. Absolument. Il y a aussi on doit aussi penser une transformation de la société parce que effectivement, et je ne sais pas si on s'y est bien préparé. C'est ça aussi la question que je peux me poser parfois. Quand je vois cette arrivée massive de personnes âgées, et ça va continuer parce que là, c'est la tranche du baby boom, enfin de post Des boomers. guerre mondiale, oui, c'est ça. Donc je pense qu'il y a aussi cette réalité qui fait que, oui, alors les établissements sont parfois surchargés, mais il y a aussi derrière cette réalité. Donc nous, ce qu'on pense en fait, c'est que on doit mettre en place des écosystèmes alternatifs. Ouais. Alors après, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est ça le problème, c'est que tout le monde n'a pas une chambre inoccupée à son domicile. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est sûr. Bon, après, je ne veux pas faire effondrer l'ordre de Malte, parce que si on n'a plus de... Si toutes les cohabitations, si tout le monde est en cohabitation, vous aurez peut-être plus de clients. Mais je pense que malgré tout, on doit penser une transformation de la société aujourd'hui. C'est inévitable. Vers quoi? Je pense que vers quelque chose de plus solidaire déjà,
parce que Qui les commence plus générations tôt, se sont peut-être. pas mal Ouais. séparées. Voilà, on est aujourd'hui dans une société où on est aussi défini par notre utilité productive. Et Mmh. oui. Et quand on voit d'autres continents, on voit que c'est pas forcément le cas. Mm. Par exemple, L'Asie, en Afrique, en Asie, l'Afrique. Mm. l'ancien a un autre rôle en fait. C'est le sage et il Ouais. continue à avoir déjà être le chef Ouais. de famille. C'est le patriarche, c'est celui qui sait, c'est celui qui a le savoir et qui dirige. Dans notre société, c'est très différent et on a un peu séparé les générations, je crois. Donc aujourd'hui, les seniors ne sont plus productifs. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Hop. C'est ça la réalité. Mm. Nous, ce qu'on a vu avec Colombage, c'est qu'on pouvait donner un sentiment d'utilité aux seniors, dans le sens où ils accueillent un jeune et naît une relation où les intérêts se croisent et où le senior peut vraiment enseigner quelque chose au jeune, lui apprendre de ses expériences de vie, l'aider et lui apporter quelque chose. Donc c'est cette transformation-là, nous, qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est ce qui se passe chez vous, Gaëlle de Kegel, et votre grand-mère, au fond, ces échanges. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout vrai que l'isolement crée le surisolement. Moins on voit de personnes âgées dans les rues, vous parliez de milieux ruraux, mais en ville aussi, on voit de moins en moins de personnes âgées parce que les villes ne sont pas faites pour elles, parce qu'il y a des trottinettes, parce qu'il y a des contresens qui sont utilisés par tous, parce que traverser même au passage piéton, même avec une canne, même en tremblotant, ça devient très difficile parce que tous, on est pressés et on ne considère pas l'autre, et en particulier pas les personnes âgées, même si on les croise sur notre chemin. On ne s'arrête pas 2 secondes pour savoir comment allez-vous, madame. Tout le monde part dans tous les sens et personne ne fait attention à personne, alors que dès qu'on croit donner un peu de son temps, on reçoit tellement. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous laisse méditer en compagnie d'Henri Salvador, mesdames et messieurs. Il fait dimanche, figurez-vous. À tout de suite. Quelle douceur et bonheur d'entendre Henri Salvador sur nos ondes, sur Radio Notre-Dame et RCF, dans Enquête de sens, à l'heure où nous nous posons cette question ensemble. Est-il encore possible de bien vieillir en France? Rien n'est moins sûr quand on lit effectivement ces rapports qui se succèdent depuis 10 ans. Jacques Boulot, directeur des établissements de l'Ordre de Malte France, est avec nous, ainsi que Jean-Baptiste Serrault, qui préside du haut de son jeune âge à Colombage, une start-up justement qui propose une alternative aux seniors, accueillir des jeunes, un jeune pour créer, ou plusieurs, pour créer une colocation intergénérationnelle. Paul Schneider, cofondateur de Colombage, qui vit justement chez l'habitante, qui a quel âge, rappelez-nous son âge? 90 ans. 90 ans. 90 ans pour nos amis les Belges. 90, mais absolument, puisqu'ils nous écoutent. On vous salue d'ailleurs, auditeurs francophones de Belgique, du Luxembourg et d'ailleurs. Et nous sommes enfin en ligne avec Gaëlle de Kegel, qui est la petite fille d'une dame qui est pleine de santé, du haut de ses 102 ans, qui a justement fait appel à Colombage. Et c'est beaucoup de riches expériences qu'elle vit au quotidien avec son colocataire. Voilà. Jacques Boulot, parlons politique un petit peu quand même dans cette émission. Alors, c'est vrai que je vous demandais, là, entre les lignes, pendant cette petite douce trêve musicale, au fond, le gouvernement semble effectivement s'atteler à cette question. Alors, du grand âge, alors qu'on appelle bien vieillir dans cette stratégie. Qu'est-ce qui change? Est-ce que oui ou non, depuis 10 ans, les choses ont changé? Vous me disiez que finalement, pas tellement. Pas tellement. Pas tellement, parce que les constats existent déjà depuis longtemps. Vous le disiez, il y a beaucoup de rapports qui se sont succédés sur la notion de la vieillesse, l'adaptation de la loi, de la société au vieillissement. Il y a une loi qui existe depuis 2015, donc qui déjà définissait aussi les besoins de situations d'hébergement intermédiaire. Je vous renvoie aussi au rapport de Luc Broussy de 2013, l'année zéro, qui précisait déjà tous les besoins pour accompagner le vieillissement de la population. Donc on est dans cette suite, mais dans le secteur, je dirais, de l'accompagnement des personnes âgées, on attend surtout une loi grand âge qui permettra de financer les besoins qui sont immenses encore, compte tenu, et vous l'évoquiez tout à l'heure, des besoins démographiques qu'on a constatés, qu'on constate, et sur lesquels on devra répondre dans l'avenir. Puisqu'il n'y a pas une réponse, il faut s'adapter à toutes les situations individuelles
Et donc ça part effectivement de cette belle initiative que vous avez de colombage, mais aussi sur d'habitat intermédiaire, vous l'évoquiez tout à l'heure, Oui. jusqu'à l'accompagnement, à l'accueil en structure d'hébergement qui permet aussi de prendre en soin Oui. les personnes, éviter les hospitalisations. Ouais. Éviter ça, on n'a pas encore dit, mais ce qui est intéressant crucial, là-dessus, oui, c'est très Voilà. intéressant parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec l'Ordre de Malte sur par exemple la partie des EHPAD, c'est que parfois sur ces établissements-là, il y a tout un excellent travail qui va être fait pour justement soigner certaines personnes, apporter une véritable aide sur le plan sanitaire, puisque ces établissements-là sont habilités. Et il y a certains seniors qui sont amenés voilà, à ressortir de ces établissements-là. Et ces personnes-là ont souvent besoin aussi d'un accompagnement post, comment dirais-je, Médicalisation, médicalisation ou séjour en EHPAD. Et ça, vous connaissez bien ce sujet-là. Et justement, c'est là où Colombage et des structures comme celle-ci peuvent intervenir pour apporter justement une présence chaleureuse qui suit l'action d'une œuvre telle que celle de l'Ordre de Malte et qui finalement devient très très complémentaire dans cette dynamique-là. Oui. Justement, Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes plutôt... vous attendez quoi finalement du gouvernement? Est-ce que le gouvernement a quelque chose à faire? Est-ce que c'est chacun d'entre nous qui devons œuvrer? À qui la responsabilité de toute cette affaire du grand âge, au fond? Ouais, je pense que, si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a un travail qui aurait peut-être dû être fait, mais il y a déjà 20-30 ans, parce que la démographie, ça s'anticipe totalement. Là, on arrive effectivement avec des problèmes de capacité aussi d'accueil. Il y a aussi un manque d'aides-soignants, il faut le dire. Nous, on a beaucoup de personnes âgées qui ne trouvent pas d'aides-soignants vraiment qualifiés. Moi, parfois, je m'interroge, est-ce que on pourrait, parce qu'on a des étudiants qui ont un sens de l'humain et qui, je pense, pourraient tout à fait aller un petit peu plus loin voilà, pendant leur temps disponible, parce que les étudiants aussi cherchent un peu d'argent, c'est vrai, pour aller un petit peu plus loin dans leur relation avec les seniors et dans l'accompagnement qu'ils pourraient proposer. Moi, j'envisage de proposer au gouvernement de faire des formations qualifiantes pour des étudiants que nous, on présélectionne, qui savent déjà faire des choses. C'est une question que je me pose aujourd'hui, parce que quand on voit la difficulté de trouver un aide-soignant qui soit compétent et qui s'investisse vraiment sur le long terme, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. En tout cas, nous, on y réfléchit à Colombage. On se pose un peu cette question. En tout cas, parce que nos seniors ne trouvent pas forcément de réponse à leurs besoins au quotidien dans cette partie-là. Et après, oui, effectivement, je pense que c'est quand même super important que le gouvernement se dise, voilà, dans 20 ans, ça va être encore pire. Honnêtement, il y a déjà 4 personnes sur 10 de plus de 75 ans qui vivent seules en France. Ouais. Ça, et la problématique du 4 vieillissement. personnes sur 10, vous voulez dire toutes personnes âgées ou personnes? De plus de 75 ans. Depuis 75 ans? Ouais. D'accord. Donc, effectivement, moi, j'attends peut-être un peu plus une loi qui apporte aussi des financements, je pense. Et une reconnaissance Et, aussi, et hein. voilà, et qui essaye aussi de se pencher un petit peu sur les écosystèmes alternatifs et qui les encourage, parce que je pense qu'on s'en sortira On n'en pas parle sans. pas, c'est vrai qu'on en parle assez peu. Alors pas dans cette émission, c'est vrai qu'on en entend parler un peu depuis 2 ans, surtout depuis l'année dernière, cette histoire de colocation intergénérationnelle. Mais je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui est assez récent dans l'esprit en tout cas des personnes vivantes en France et qui sont à peu près au courant des choses. Mais ce sont de nouvelles alternatives. J'avoue que... Alors, l'Ordre de Malte, heureusement, répond quand même à une sorte de soif un peu d'humanité dans ce monde de brut, dans ces institutions. C'est quand même possible de mettre un peu d'humanité, justement, dans tout ça, une fois qu'on crée qu'on rentre dans un EHPAD. Mais on sent qu'il y a une espèce de mentalité, j'ai l'impression que c'est une sorte de mentalité qui est complètement paumée, quoi. Enfin, une mentalité sociétale qui va à l'encontre de ce qui est fait, par exemple, à l'Ordre de Malte, mais il y a certainement d'autres instituts qui sont très bien gérés, mais de façon humaine. Mais c'est quand même quelque chose qui a l'air très antinomique avec l'état d'esprit de je sais pas, la société, les personnes qui nous gouvernent, qui cherchent
à surenchérir en termes d'apport, je sais pas, technique et tout. Mais en fait, on veut juste de l'humain, quoi, les gars. On veut juste... Les EHPAD, Et du financement aussi. des financements, bien sûr, mais vous évoquez les EHPAD, effectivement, ont une image qui est dégradée depuis la période Covid. Il y a eu aussi les affaires liées à Absolument. Orpea On n'en a même pas parlé aujourd'hui, voilà, mais bon. qui ont effectivement Amoindri défrayé la encore la bonne chronique, image. Ouais. voilà, la chronique, et qui ont mis à mal effectivement l'image des EHPAD. Il n'empêche que, encore une fois, je vous invite Ouais. à venir. Ah bah chez vous, oui, sans Voilà, problème. vous verrez qu'il y a de très beaux accompagnements Ouais. dans nos établissements. Malgré le Malgré les manque de difficultés, personnel, malgré les les difficultés, voilà. difficultés, etc. Alors après, je ne vous cache pas que nous sommes toujours en recherche de moyens, bien sûr, Ouais. d'argent, de dons. Voilà, j'en profite. Mais Ouais. c'est vrai que c'est important, mais il y a de très beaux moments qui se passent aussi dans nos maisons. Ouais. Du côté de chez la grand-mère de Gaëlle. Gaëlle, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui. Qu'est-ce que vous raconte votre grand-mère, au fond, de ce qui se passe qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle a un colocataire avec elle? Ben, ce qui est formidable, c'est que ça n'a pas changé. En fait, elle est bien chez elle. Ouais. Elle considère qu'elle vit seule, mais qu'elle a une sorte d'invité qui partage ses dîners, et avec laquelle elle discute. Son appartement le permet. C'est la condition préalable, hein. Il y a une chambre, une salle de bain et des modalités qui font que la cohabitation est très confortable. Voilà, elle a une jeune invitée avec laquelle elle discute, avec laquelle les relations se développent petit à petit. Et bon, moi je trouve ça formidable, parce que toutes les périodes d'été pour nous sont assez difficiles et assez mal vécues par ma grand-mère, parce que on est très autour Loin. d'elle, mais on a une période d'été beaucoup moins, de manière plus épisodique. Et on a effectivement eu recours à Colombage un petit peu dans cette urgence de l'été. On a dit, c'est vraiment très bien de trouver quelqu'un pour là, maintenant, tout de suite, juillet. Et ça a été le cas. Waouh. Et alors que tous les ans, on voyait un déclin chez elle pendant cette période estivale, où nous, on était moins présents Ouais. autour d'elle, et où systématiquement, il y avait une difficulté de santé, des préoccupations, une angoisse, quelque chose qui vraiment faisait qu'elle déclinait. Et bien, l'été est passé tranquillement, et pas de difficulté, pas d'angoisse, et tout s'instaure comme ça, dans un quotidien tranquille, sans changement en réalité. Alors évidemment, dans son cas, c'est du plus, hein. C'est-à-dire que sans changement, c'est déjà que c'est mieux que si cette cohabitation n'existait pas. Elle est stimulée, elle sort, elle entreprend des promenades avec elle, parce qu'elle se sent sécurisée. Donc, elle physiquement, intellectuellement, vraiment intellectuellement, hein, c'est frappant. Elle est vraiment stimulée. Elle est aussi critique, donc bon signe. on se dit que bon, voilà, il y a aucune gêne entre elles. Ça peut aller jusqu'à la critique quelquefois, et tout va bien, quoi. Tout va bien. Oui, j'imagine que c'est pas tendre tous les jours, forcément, les garçons, là. Comment ça se passe, une cohabitation Mais je pense, moi, que c'est surtout une histoire de matching, en fait. Ouais. Nous, ce qu'on essaye de faire, le gros travail qu'on essaye de faire en amont, c'est de cibler les goûts de chacun, et de faire en sorte qu'il y ait déjà des terrains d'entente. Moi, bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un gros vivier de jeunes, qui fait qu'on a la possibilité de faire une sélection. La plupart ils viennent de partout, c'est-à-dire qu'ils sont étudiants, ils sont étudiants à 100%? Alors, le dispositif de la loi Elan permet aussi d'avoir des jeunes actifs. En général, ce sont souvent des étudiants. En réalité, ça dépend, parce que en ruralité notamment, on propose souvent des jeunes actifs, parce que il y a moins d'étudiants et il y a parfois plus de possibilités de ce côté-là. Mais je pense que ce qui est très important, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est de trouver des terrains sur lesquels on va pouvoir avoir des discussions, et parfois des passions communes. Moi, quand je vois un grand-père qui aime bien le foot, je lui trouve un jeune qui aime bien le foot, parce que je sais que le dimanche soir, ils seront devant la télé. En plus, souvent, le grand-père à Canal+, ou ce genre de chaîne. Donc, ça, c'est attractif pour les jeunes. Donc, c'est attractif. Et oui, mais c'est un deal gagnant-gagnant. Ouais. C'est-à-dire que en toute chose, le jeune, il profite aussi des commodités et du confort que lui offre l'âge un peu plus avancé. C'est là où il y a vraiment
Bah, un intérêt commun. En termes d'anecdotes, par exemple, moi qui suis chez une senior, par exemple, on trouve souvent des jeunes qui ont un intérêt commun sur la foi avec certains seniors. Et typiquement, vous voyez, la personne chez qui j'habite ne pouvait plus aller à la messe, en fait, parce qu'elle se sentait trop vulnérable de sortir toute seule pour aller à la messe. Et maintenant, tous les dimanches matins, je suis en mesure de Waouh! l'accompagner. Et ça me oui. fait vraiment, ça me remplit le cœur de joie de pouvoir l'accompagner. Elle me tient le bras et on va ensemble à la messe le dimanche Ça vous fait matin. quoi? Vous vous sentez comment dans la rue? Les gens vous regardent un peu? Ah oui, il y a des gens qui nous regardent et en fait, il y a toujours, c'est assez intéressant parce que je pense que je le lis un peu dans les regards des gens. Pas mal de gens s'imaginent que je suis le petit-fils de cette dame, ce Oui, qui n'est logique. factuellement pas le cas, mais ce qui émotionnellement s'approche de la réalité. Et en fait, c'est quelque chose quand on le vit, c'est quelque chose d'extrêmement transcendant. Franchement, on est hyper fiers de ces réalisations et très très heureux de pouvoir mettre ça en place. Alors, effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il il convient de s'engager pour 1 an minimum. Hein, Oui, pour les jeunes qui nous écouteraient. Bah, en fait, la chose, c'est qu'avec Colombage, on fait vraiment du à la carte pour les seniors en fonction de leurs desiderata. Mais effectivement, après nous, ce qu'on cherche aussi, c'est à établir une certaine pérennité sur la cohabitation, de sorte que le senior puisse aussi avoir cette période d'accoutumance avec le jeune, que ce soit pas trop rapide, qu'il ait le temps vraiment de se familiariser avec le ou la jeune. Oui, parce que ça peut ne pas coller. Jean-Baptiste? Oui, c'est vrai que parfois, c'est vrai que nos jeunes, on essaie de les trouver aussi en début de cycle universitaire, quand on peut, parce qu'on sait qu'il y a quand même une possibilité que la cohabitation dure plusieurs années, ce qui est quand même top pour un senior, parce que voilà, le changement constant n'est pas forcément quelque chose qui s'apprécie. Donc non, on essaie d'aller dans ce sens. Oui. Et Jacques, eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite finalement pour l'avenir de vos établissements de l'Ordre de Malte? Qu'est-ce qu'on vous souhaite de plus? Mis à part cette demande au gouvernement d'y mettre un peu plus du sien, n'est-ce pas, financièrement parlant, etc. Et de considération. Quoi d'autre? Ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais c'est important aussi de mettre en avant l'ensemble des professionnels qui travaillent dans nos établissements. On a à peu près 25 métiers dans nos structures. Magnifique. Voilà, Bravo. c'est une collectivité, une communauté aussi de vie, de travail. Et donc, Eh bien, longue vie à merci. vos établissements. Et longue vie à vous, les garçons. Avec Merci Colombage. beaucoup. Merci les uns les Un autres. grand merci. Et très bonne soirée à tous.